Bonjour, مرحبا بكم في النوفو numéro تاع البودكاست de GoMyTech. On reçoit aujourd'hui avec nous Yahya Houri, donc Managing Director de Flat6 Labs. Bonjour Yahya. Salut, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à toi d'avoir accepté. On va commencer par une première question. Qui es-tu Yahya Houri? Comme tu as dit, je suis le directeur exécutif de Flat6 Labs en Tunisie. Ça fait 3 ans et demi que je suis là. Je suis d'origine libanaise, jamais habité au Liban, mais j'ai vécu un peu partout et j'ai eu un parcours qui est un peu atypique parce que j'ai un bachelor degree en informatique, un master en économie et du développement. Et donc j'ai un peu combiné les deux pour travailler sur le travail que je fais, c'est-à-dire l'économie de la technologie, comment accompagner les jeunes et comment investir dans les startups innovantes en Tunisie. Et justement, tu parlais à l'instant de ton parcours, tu as visité pas mal de pays, tu as vécu dans plusieurs pays. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois installé en Tunisie au lieu d'un autre pays? Honnêtement, c'était l'opportunité de Flat6 Labs. Donc Flat6 Labs, c'est une entité régionale. On est présent sur 7 pays. On m'a demandé d'ouvrir les bureaux de Flat6 Labs en Tunisie et de créer l'équipe et de mettre les process en place et tout ça. Donc, and the rest is history, comme ils disent. Et justement, que fait Flat6 Labs? Donc Flat6 Labs, on fait deux choses. On accompagne les entrepreneurs et on investit dans les startups. Et d'habitude, les deux choses vont ensemble. C'est-à-dire qu'on investit dans les startups dans lesquelles qu'on accompagne et on n'accompagne que ceux dans lesquels on investit. Et on fonctionne par cohorte. Donc jusqu'à maintenant, on a fait 6 cohortes sur les dernières 3 années. On a investi dans proche de 45 startups. On a un fonds de 30 millions de dinars. On a utilisé environ la moitié. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100 startups au bout de 5 années d'activité. Et c'est toi qui décides où il faut investir ou pas? Ou ça se fait collégialement? Comment ça se passe? C'est une bonne question. En fait, on a un process qui est quand même qui est assez rigide. Et on le fait exprès justement parce qu'on veut essayer d'avoir le plus de transparence possible. Donc pour arriver aux 6 à 8 startups dans lesquelles on investit chaque cohorte ou chaque cycle, comme on les appelle, on commence par environ 300 candidatures. Donc ça fait quand même moins de 3% de acceptance rate pour notre programme. On a des candidatures en ligne, c'est 300 candidatures en moyenne. Ensuite, on interviewe environ le tiers. Et donc là, on a toute une équipe de 3-4 personnes qui interviewent chaque projet qui est shortlisté pour comprendre un peu plus ce qu'ils font, pour comprendre l'équipe. Surtout, vraiment, c'est pour rencontrer l'équipe. C'est à ce stade-là, on n'est pas comme des fonds de private equity, par exemple, qui peuvent regarder les états financiers et ils voient qu'il y a 3, 4, 5 ans de chiffre d'affaires. Comme tu sais très bien, les startups, c'est pas ça. Et donc, le plus grand investissement qu'on fait, c'est on mise notre argent sur les fondateurs. Et donc, c'est vraiment pour les rencontrer. Après ça, on choisit environ le quart. Donc, on fait un shortlisting de 25 projets qui passent à travers un bootcamp qui est d'habitude très intensif. Ils sont au bureau de 8h du matin à 8h du soir. On les bombarde de plein d'expériences, de questions, etc., de challenges. Des fois qui n'ont rien à voir avec... en fait, la plupart du temps, qui n'ont rien à voir avec leur start-up. Je m'explique. On a fait des expériences, par exemple, il faut construire un radeau et le mettre dans le lac de Tunis. Et il faut que ça coule pas. Et c'est quoi l'objectif derrière? En fait, c'est pour voir comment est-ce que les fondateurs, en tant que leaders, travaillent d'abord en équipe, et surtout des équipes qui ne se connaissent pas. Alors, c'est facile pour un CEO avec sa propre équipe. En fait, on met les CEO dans d'autres groupes, etc. Mais aussi pour voir comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir rapidement à des challenges imprévus. Et ça, c'est très, très important. Il y a plein de startups qui passent à travers notre programme. À cause de la pression, d'abord, il y a une équipe qui grandit très, très vite. Ensuite, des fois, ils sont obligés de faire des pivots.
parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'informations à leur disposition, parce qu'on a plus d'experts, on a beaucoup plus d'experts, de coachs et de mentors qui viennent, et donc qui les aident à recalibrer la startup. Et il faut absolument avoir un esprit très ouvert pour pouvoir accepter le fait que mon idée ne fonctionne pas avec les paramètres actuels. D'accord. Et donc là, on a parlé un petit peu juste avant de l'investissement. Et au niveau de l'accompagnement, justement, comment ça se passe? Tu m'as dit qu'il y avait 2 entités, c'est ça? C'est une entité avec des équipes assez distinctes. Après le bootcamp, il y a un comité de sélection, et ça, c'est un comité qui est composé de 6 membres, avec 3 membres rotatifs, donc qui changent chaque cycle, des membres de l'écosystème, et donc qui prennent la décision de l'accompagnement et de l'investissement. Les startups qui rentrent chez nous ont un investissement de 200 000 dinars, 100 000 en cash, 100 000 en service, pour environ 10 à 15% de départ de la startup. Ils ont bien sûr ensuite accès à des montants beaucoup plus importants, qui s'appelle le follow-on funding. Et là, c'est d'habitude après l'accélération, c'est de l'investissement qui est réservé pour les startups du portfolio et qui leur permet de recevoir jusqu'à 800 000 dinars d'investissement avec la condition qu'il faut qu'il y ait un autre investisseur avec nous. Donc on a toute une équipe qui gère l'équipe de l'accélération elle-même. C'est un programme de 4 mois qui travaille sur le produit, le marché, la croissance et les sales et disons le pitch et toute la préparation pour la prochaine levée de fonds. On sait très bien que 100 000 dinars, ça n'aide pas à devenir une licorne, mais on sait que c'est la première étape sur plein d'étapes pour au moins arriver à quelque chose qui a vraiment une grande envergure et qui peut éventuellement sortir de la Tunisie. Et est-ce que tu as toi-même envisagé d'investir peut-être dans une de ces startups? C'est-à-dire que je pense que tu as dû voir pas mal de beaux bébés en quelque sorte qui pourraient scaler très très rapidement, non? Oui, donc moi je n'investis pas, c'est difficile pour moi d'investir financièrement, parce que c'est difficile pour moi de choisir. Ce que je fais à la place, c'est que j'investis beaucoup de mon temps et de mes ressources dans chacune des startups qu'on accompagne. J'aime utiliser l'image c'est un peu comme un parent avec ses enfants. C'est très difficile de choisir, surtout on vit avec ces startups-là. C'est-à-dire en vivant avec des entrepreneurs, tu vois tous les problèmes qu'ils ont, la challenge, mais aussi tu vis les beaux moments. On a eu des mariages, on a eu des divorces, on a eu des décès, on a eu des naissances. Et je sais que quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de choses personnelles? Mais en fait, quand il y a tellement de pression dans une boîte, et une start-up a beaucoup de pression, les fondateurs, c'est vraiment, pour moi, c'est des héros. C'est parce que c'est des gens qui se sentent tout seuls, très souvent, parce qu'ils ont leurs salariés, ils ont leur équipe, et donc ils dépendent d'eux. Ensuite, il y a la boîte, ensuite il y a les clients. C'est très difficile en fait comme pression, surtout quand on n'a pas beaucoup de ressources, surtout dans le climat actuel avec le Covid où vraiment on ne sait pas ce que demain va prévoir. Et donc, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour eux et c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de les soutenir. Et ce n'est pas seulement en leur donnant un contact d'un client, mais ça peut aussi juste soutenir émotionnellement pour qu'ils puissent réussir. D'accord, donc tu es un petit peu le papa de toutes ces startups-là, en quelque sorte. Oui. Tu ne peux pas choisir, tu préfères rester au-dessus de la mêlée. Oui, absolument. D'accord. Si tu devais faire un petit bilan de ces 3 ans et demi, c'est ça, tu m'as dit, quel serait le bilan que tu ferais par rapport à toutes ces startups que Flatstick Labs a accompagnées? Il serait plutôt positif? C'est une bonne question. Donc, notre modèle économique est basé sur 50% de faillite des startups. C'est comme ça que la plupart que les fonds venture capital fonctionnent. C'est-à-dire que tu investis dans 100 startups, tu sais très bien que les 100 startups ne vont pas toutes réussir, mais c'est cette stratégie d'investissement que tu fais. Et après, tu mises sur ceux qui sont en train d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que on est encore très très loin de 50% de casse à Flatstick Labs en Tunisie. On n'a pas encore eu d'exit. Mais ça, c'est normal parce que d'habitude, les exits prennent entre 5 et 6 ans. Et là, on est encore à 3 ans pour les startups les plus anciennes du portfolio. Mais on a quelques startups qui n'ont pas réussi. Mais je dirais, pour l'instant, c'est moins de 10%. Et là, on est en train de justement travailler avec le reste, les 90%,
qui sont divisés en 3 catégories. Il y a les high performers, là c'est environ un tiers du portfolio. Il y a les gars qui sont au milieu, donc ça marche, ils font du chiffre d'affaires, etc. C'est juste que ce n'est pas du 10x growth chaque mois. Et il y a les gars qui ont besoin d'un peu plus de soutien, soit parce qu'en fait la technologie sur laquelle ils ont travaillé, il n'y a pas un bon market fit, soit parce qu'à cause des conditions actuelles, en fait, ils avaient des marchés importants et là, ils sont en train de rapidement essayer de pivoter pour voir s'ils peuvent trouver autre chose. D'accord. Et tu me parlais un instant donc, des quelques cas où ça n'a pas marché, où c'était des échecs. À travers ton expérience, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces échecs-là? C'est-à-dire que qu'est-ce qui ferait qu'une start-up marche ou ne marche pas? Pour moi, c'est à 100% les fondateurs. C'est leur personnalité? Bonne question. C'est pas, bon, la personnalité, ça fait partie du truc, mais après, c'est pas parce que quelqu'un a une mauvaise personnalité que la startup va échouer. On a vu, je pense, plusieurs cas à Silicon Valley où il y a des CEO et des fondateurs qui n'ont peut-être pas des personnalités vraiment top, mais leur startup vaut des milliards. Mais non, en fait, c'est vraiment, donc la personnalité, elle a à voir parce que d'abord, c'est l'engagement. Et là, c'est le premier critère de sélection pour FlexiSap. C'est-à-dire que si tu as des fondateurs qui, soit ils ont un boulot, soit ils ont, je sais pas, un restaurant à gérer, soit ils sont à l'université, ça ne marchera pas. Nous, on veut vraiment des gens qui sont à 100% dédiés. On comprend que c'est difficile parce que bien sûr, tu as besoin de vivre un petit peu. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de demander ça à un fondateur. Mais on a vu clairement que ceux qui sont dédiés, ben, ça marche. Ceux qui ne sont pas dédiés, ça ne marche pas. Ensuite, comme je l'ai dit avant, il faut vraiment avoir un esprit ouvert. C'est-à-dire que les startups qui ont réussi chez nous, c'est les startups qui ont écouté le feedback des experts et des coachs qu'on leur a ramenés. Ça ne veut pas dire écouter et obéir, ce n'est pas du tout un ordre. C'est eux les porteurs du projet, c'est eux qui décident à la fin. Mais tout ce qu'on demande, c'est qu'ils écoutent, qu'ils prennent ça en considération et après qu'ils fassent les pour et les contre. Pourquoi est-ce que je ferais ça ou pourquoi je ne le ferais pas. Et quand ils font cet exercice-là, ça leur donne une compréhension beaucoup plus profonde de leur business model, de leur clientèle, de leur projet, et ça leur permet de réussir beaucoup plus. D'accord, donc je comprends un petit peu à travers ce que tu dis, il y a des best practices à avoir, en quelque sorte. Oui. Ce serait lesquels, grosso modo? Pour moi, les best practices d'un fondateur, c'est deux choses. Une, c'est vraiment avoir l'esprit ouvert, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction on peut aller. Et la deuxième, qui est pour moi un point très important, c'est qu'on a de la chance avec les startups d'aujourd'hui d'avoir accès à énormément de data. Aujourd'hui, si tu as un site e-commerce, je peux te dire, est-ce que Yacine a passé X secondes juste à regarder cette photo, même pas à cliquer, comparé à cette photo? Est-ce que c'est des photos de pantalons ou de t-shirts? Est-ce qu'il a regardé des photos de pantalons, ensuite il est parti acheter un t-shirt? Pourquoi? Etc. Et donc, avec cette chance-là, il n'y a plus de mystère en fait. On pousse toujours nos startups à faire du A/B testing, à aller voir, c'est-à-dire si tu as des clients qui sont venus, qui ont mis des produits dans le panier et qui n'ont pas acheté, pourquoi? Appelez-les, demandez-leur pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté. Sans mettre la pression, c'est vraiment pour comprendre ce qui se passe. La plupart des grandes startups dans le monde, c'est ce qu'ils font tout le temps. They constantly get user feedback. Et c'est très important d'utiliser ça pour prendre des décisions stratégiques dans la boîte, parce que sinon, you're going blind. C'est vraiment, au lieu d'aller à l'aveuglette, tu peux aller avec plein de data. Tu sais que 70% des gens qui font ça vont faire ça. Et donc comme ça, tu peux capitaliser sur ce genre de comportement pour bien sûr faire augmenter la traction de ta startup. D'accord. En phase d'accélération, c'est généralement le moment où les startups, c'est-à-dire que c'est un moment charnière dans la vie d'une startup, c'est-à-dire que ça peut soit augmenter très vite, soit se casser la gueule très rapidement. Est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui fait que cette phase d'accélération peut être problématique pour une startup? Pourquoi est-ce que cette phase elle est charnière? Nous, en fait, on prend ça, disons l'image qu'on aime utiliser, c'est l'image d'un train, d'une locomotive qui est en train de partir à toute vitesse sur des rails.
quand ils arrivent à l'accélération, ils sont déjà en route. C'est pas des gens qui attendaient notre permission avant de commencer. C'est les gens qui ont déjà commencé. Mais donc des fois, soit les gens qui conduisent la locomotive, il y a des problèmes entre eux. Soit ce qu'ils portent derrière dans le train, c'est peut-être c'est trop lourd ou c'est trop léger ou on peut améliorer les choses. Ou alors les rails sont en train de partir dans la mauvaise direction. Ou encore, si on prend l'exemple, c'est les roues de la locomotive ne sont pas adaptées. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ça ensemble, on essaye de recadrer les choses. Et bien sûr, on doit tester plusieurs choses ensemble avant de dire ah, voilà, ça c'est la bonne direction à suivre. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui donnons ce conseil-là, cet avis-là. Nous, on donne de l'information, on donne des avis et on les met en relation avec un très grand réseau d'experts et de coachs. Et après, c'est ces experts et coachs qui donnent leurs avis et c'est aux fondateurs de prendre ou de laisser ces avis-là. Et donc, l'objectif, c'est qu'avant la fin de l'accélération, il faut absolument que la locomotive elle se remette en place, parce que c'est bancal à travers toute l'accélération. Et nous, on essaye le plus rapidement possible la locomotive pour qu'elle puisse être stable et sortir de chez nous dans une situation assez stable. Il y a eu plusieurs founder break-up chez nous, quand par exemple le CEO, ou par exemple s'il y a 3 ou 4 fondateurs et en fait il voit qu'il y a ils sont pas, en fait quand on leur demande plus de questions, c'est là où ils commencent à parler entre eux d'une façon plus profonde et c'est là où des fois on voit qu'on n'a pas la même vision. Et même entre eux d'ailleurs, ils n'ont pas la même vision. Absolument, et ça arrive très 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 souvent. Parce que nous on n'a pas de vision pour eux, c'est eux qui ont la vision. Nous c'est vraiment, on est comme des psychologues où on pose des questions, on ne donne pas d'avis ni de conseils. Et donc quand ils voient qu'il n'y a pas de vision concrète, c'est eux qui prennent la décision, les gars on ne peut pas continuer ensemble. Ou alors on change pour une vision unie, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est très difficile, voilà. Je suppose. Et justement, donc, si je comprends bien, et même en t'entendant parler depuis tout à l'heure, tu dis le fondateur et pas les fondateurs ou cofondateurs. Donc, ça serait mieux d'être un seul fondateur, finalement? Ça serait plus facile pour la vision d'une startup? Bonne question. D'un côté, oui, c'est plus facile. Mais en fait, nous, on met beaucoup plus d'importance sur le fait qu'il y ait plus qu'un fondateur pour la seule et unique raison que psychologiquement, c'est très difficile. Et même si quelqu'un vient nous voir et dit « j'ai une équipe de 10 collègues », ce n'est pas un fondateur. C'est des gens qui sont salariés, qui prennent leur salaire, etc. Et ce n'est pas du tout la même chose en termes de pression que quelqu'un d'autre qui est avec toi et dont l'avis de la startup dépend de vous deux. Disons, la plupart des fondateurs ne prennent pas de salaire au début. Et donc, il y a de la pression qui est quand même assez considérable. Et on a vu plusieurs fois qu'il vaut mieux, la startup a plus de chances de survivre s'ils sont au moins 2 ou 3 fondateurs. Mais avec une vision bien alignée, bien sûr. D'accord. On va parler un petit peu financement. À ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, la Tunisie, il y a suffisamment de fonds qui seraient capables de soutenir ou de financer les startups ou ça reste encore assez limité? Donc, pas encore, mais ça avance. En Tunisie, maintenant, il n'y a pas énormément de fonds qui font c'est des venture capital funds qui investissent de l'argent dans des startups. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, ça se compte sur les doigts d'une main quasiment. Oui, absolument. Mais il y a plusieurs initiatives. Donc, dans le framework du Startup Act, qui est, je pense, une des plus grandes innovations qui est sortie de la Tunisie, il y a le fonds de fonds, qui est un fonds qui est très important, qui a, je pense, en premier closing, 100 millions d'euros, qui va commencer. Donc, c'est un fonds de fonds, c'est-à-dire qu'il investit dans des fonds. Et donc, ça va permettre la création d'une dizaine de fonds qui vont après pouvoir investir beaucoup plus dans les startups. Ça, je pense, on n'a pas vraiment une timeline précise, mais disons, on peut dire dans la prochaine année, on espère que ça va être activé. Et là, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais une chose qui est très importante dans ce fonds de fonds-là, c'est qu'il ne faut pas que tous les fonds investissent dans exactement la même chose. L'idéal serait qu'il y ait des fonds qui investissent dans les petits tickets, ensuite les moyens tickets, ensuite les grands tickets. Et il faut savoir que c'est une question d'expertise. C'est-à-dire, moi, j'investis des tickets de 100 000 dinars à 1 million de dinars. Si tu viens, tu me dis, écoute, je veux que tu investisses 5 millions de dinars dans cette startup-là, je ne sais pas comment faire. Même chose quand je vais voir nos partenaires financiers qui investissent les 5 millions, 10 millions de dinars, et je leur dis, investissez 100 000, ils diraient, on ne sait pas comment faire ça. C'est un mindset complètement différent. Nous, on est bon dans l'investissement des petits tickets et dans la due deal de ces projets-là encore early stage. D'autres sont bons dans d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait un peu une séparation entre ces trucs-là. En plus,
je trouve qu'on bénéficierait d'avoir une séparation thématique. C'est-à-dire qu'il y aurait des fonds pour la santé, pour l'éducation. Exactement. Pour l'intelligence artificielle même, pourquoi pas. Et ça pousserait les gens à travailler sur les composantes intelligence artificielle. Et donc, si ça se passe de cette manière-là, ça sera vraiment top pour la Tunisie. Et quel serait peut-être un petit peu le pouvoir qu'aurait justement ce fonds d'investissement ou des investisseurs dans une start-up? Il y a une certaine peur un petit peu. J'ai rencontré pas mal de start-upers qui ont un petit peu cette peur de voir arriver des investisseurs trop grands, de peur qu'on leur impose certaines choses. Est-ce que cette peur elle est légitime ou pas selon toi? Alors il faut savoir, nous on a eu plusieurs fois un feedback que disons les discussions et les négociations autour d'un protocole d'investissement ne sont pas toujours fair. Mais ce qui est, je dois l'avouer, c'est vrai. Mais après, c'est parce qu'il y a un côté qui donne l'argent. Et donc, il veut s'assurer que son argent est utilisé d'une manière. Voilà. Et il faut savoir que comme il y a des risques à ce stade-là, parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de tangible, parce que ce n'est pas comme si ils ont du matériel. C'est vraiment le cerveau des entrepreneurs, et c'est leurs idées, et c'est leur passion. Il faut quand même mettre je ne vais pas dire un pouvoir décisionnel, mais quelques contraintes pour s'assurer que, par exemple, toi tu es entrepreneur, on se met d'accord sur un investissement, tu as une idée d'un site web, et après avoir reçu l'argent, tu vas et tu ouvres un restaurant avec l'argent. Peut-être que c'est la meilleure décision que tu peux prendre parce que le site web n'allait jamais réussir. Mais viens nous voir d'abord et dis-nous, écoutez les gars, je sais qu'on s'est mis d'accord sur un site web. En fait, moi, avec mon expérience et tout, là, j'ai une opportunité. Je vais plutôt ouvrir un restaurant. Mais ça reste dans le cadre de la vision, pas dans le cadre opérationnel. Oui, absolument. Oui. Nous, en fait, toutes les décisions où on veut que l'entrepreneur revienne nous voir pour avoir notre avis, elles sont toutes sur le côté stratégique, vision, plan annuel, etc. de la boîte. Absolument. Mais dans la vie de tous les jours, c'est rare une intervention de la sorte. C'est très rare. Après, on a des interactions quand même très, très fréquentes. En fait, après être sorti de l'accélérateur, l'équipe qui gère le portfolio, on a un mandat légal d'interagir avec les entrepreneurs 4 fois par an sur les conseils d'administration. Mais ce n'est pas du tout le cas en fait. En réalité, on a des interactions beaucoup plus fréquentes, ce qui est bien. Ils reviennent vers nous pour nous demander des conseils, pour nous demander des mises en relation, pour voir s'il y a un autre investisseur qui est intéressé de mettre plus d'argent. Et donc, c'est une conversion continue à travers toute la vie de la startup. C'est-à-dire que c'est vrai que le programme de FlexiLab, c'est un programme de 4 mois, mais en réalité, on est avec... Il y a un suivi tout au long du processus, c'est ça? Puisqu'on a des parts dans la société, on a aussi un incentive de suivre la boîte, de lui faire ouvrir des marchés, de lui dire écoute, il y a une opportunité super pour toi au Maroc, ou en Égypte, ou là où on a une présence FlexiLab. Et c'est là où on les met en relation avec d'autres clients et c'est là où ça pousse un peu à la croissance en dehors du pays. Et justement par rapport au retour que vous avez par rapport aux autres FlatSixLabs qui sont présents, la Tunisie se positionnerait où? Elle est plutôt bien positionnée? Bonne question. Donc, je dirais il y a deux distinctions. La première, c'est une bonne et une peut-être moins bonne. La première, c'est que en termes d'innovation et vraiment, je pense, de force entrepreneuriale, la Tunisie, elle est loin devant, ce qui est vraiment super. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, en fait, mais on a de la chance en Tunisie que les entrepreneurs ont vraiment eu beaucoup d'intelligence. Et ça, on ne parle pas seulement de la capitale, on parle aussi à travers tout le pays, ce qui est pas vraiment le cas dans d'autres pays du monde arabe où tout est focalisé dans la capitale. Ici, nous, 40% de notre portfolio est fondé à l'extérieur de Tunis, ce qui est vraiment top parce que ça ouvre beaucoup d'opportunités pour eux. Et donc, en termes d'innovation, c'est très intéressant. La mauvaise chose, c'est qu'en fait, en termes de doing business, pour prendre, disons, l'expression du rapport de la Banque mondiale sur le Doing Business Report, c'est tellement plus difficile d'avancer en tant qu'entrepreneur en Tunisie. Il y a beaucoup de taxes.
Il y a beaucoup de barrières. La barrière mobile payment, etc. Quand on explique ça aux autres bureaux, ils ne comprennent pas. Barrière de devise, ils ne comprennent pas non plus. Le fait que des fois, pour un investissement, pour finaliser toute la procédure, ça te prend 2-3 mois, quand au Bahreïn, ça te prend 24 heures. Tu vois, et tous ces trucs-là, tous ces challenges, tous ces roadblocks, à la fin, ça pèse très lourd sur l'entrepreneur et sur la boîte elle-même. Et c'est ce qui explique aussi peut-être que de plus en plus d'entrepreneurs ouvrent à l'étranger, de Tunisiens, d'entrepreneurs et start-upers tunisiens vont aujourd'hui ouvrir leur start-up à l'étranger. Absolument. Je pense honnêtement, après que ce soit une entité juridique à l'extérieur ou à l'intérieur, mais ça c'est à discuter, mais il faut absolument, c'est-à-dire pour pouvoir réussir, il faut absolument que les opérations ou que les marchés c'est-à-dire que les entrepreneurs ciblent des marchés beaucoup plus grands que la Tunisie. C'est un petit pays après tout. Donc c'est un pays qui est parfait pour tester un produit, une solution, etc. Mais dès qu'on est confiant du produit ou de la solution, c'est là où c'est le moment de passer à l'extérieur. Et c'est là, d'ailleurs, c'est un des plus grands rôles de Flat6 Labs, c'est que surtout pour les startups qui sont performantes, on les met en contact avec les 6 autres bureaux de Flat6 Labs pour justement avoir accès à des marchés comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, le Liban, etc. D'accord. Est-ce que on sait que le marché tunisien est assez exigu, c'est vrai, mais est-ce que le marché régional, lui, il est assez important en termes de bénéfices, de revenus pour une start-up aujourd'hui? Ou tout dépend du produit, tout dépend du service qu'il présente? Tout dépend du produit, du service et du pays. Et donc c'est pour ça, c'est là où, comme on a des équipes dans chaque pays, c'est un peu comme la plupart des entrepreneurs avec qui on parle, ils disent « Ah, je veux commencer à vendre en Afrique. » Comme si l'Afrique c'était un pays, une langue, une monnaie et une culture. Et un marché. Et ce n'est pas du tout ça. Et donc, par exemple, on ramène des experts comme Afrique Invest pour expliquer chaque pays, ses spécificités du marché, etc. Et on fait exactement la même chose, mais là, dans ce cas-là, on ramène nos propres membres de notre équipe pour expliquer donc, la région MENA, c'est quel pays, qu'est-ce qu'ils font, quelle est la force, etc. Et donc, chaque cycle, on a des présentations sur l'Afrique, sur la région MENA pour expliquer. Et c'est là où, lentement, les fondateurs commencent à faire une idée de où sont les premiers pays à attaquer d'abord, avant de passer aux autres. Il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres pour leurs produits ou leurs services, des situations où c'est plus intéressant d'aller vers ce pays, pas ce pays-là. Et donc, voilà. Et donc on travaille avec eux pour définir la stratégie internationalisation. En t'entendant parler depuis tout à l'heure, en fait, à chaque étape, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un apport de la part de l'État, que des politiques publiques dans ce sens manquent aujourd'hui en Tunisie. Si tu devais aujourd'hui, tu avais le pouvoir de prendre toi des décisions pour changer tout ça, ça serait lesquelles si tu étais l'État aujourd'hui? Pour aider ces startups justement à grandir, à accélérer leur développement, à scaler plus rapidement? Écoute, honnêtement, c'est mitigé. C'est-à-dire, si tu m'avais demandé ça il y a 3 ans, j'ai plein de réponses et j'ai plein de choses. Mais en fait, entre-temps, il y a eu le Startup Act qui a beaucoup aidé. C'est vrai. Ça a beaucoup aidé. C'est en train d'ouvrir quelques frontières. On n'y est pas encore, honnêtement. Donc là, il y a eu aussi un grand mouvement autour de la FinTech, donc ce qui est bien. Mais sachant que, comparé aux autres portfolios de Flat6 Labs, où il y a au moins 40% de FinTech dans tous les autres bureaux, chez nous, on a, je pense, 3 startups sur 45. Donc on est très, très, très loin du compte comparé aux autres. Et donc, mais après, ce n'est pas surprenant parce que l'environnement légal, juridique pour la finance n'est plus favorable ailleurs qu'ici. Voilà. Mais honnêtement, c'est en fait, c'est ce que nous, on demande toujours. C'est-à-dire quand il y a un dossier qui arrive dans le bureau de quelqu'un, juste donnez-lui le temps de s'expliquer. On ne veut pas que vous fassiez des exceptions. On veut vraiment que le gouvernement ou les différentes branches du gouvernement, que ce soit la Banque centrale, les ministères, les taxes, etc., qui regardent, ou la douane, qui regardent chaque dossier. S'il y a quelque chose d'illégal, dites-leur, c'est illégal, tu ne veux pas faire ça, et comme ça il saura, et c'est à lui de soit réajuster, soit de dire, bon, je ne peux pas continuer dans ce chemin-là. Mais si ce n'est pas illégal, donnez-leur le tampon qui dit, OK, allez-y, et laissez-les vivre. Et ça, c'est tout ce qu'on demande tout le temps. Un de nos rôles, malheureusement, c'est un rôle qu'on ne voulait pas prendre au début, c'est un rôle de facilitateur. Et on n'a jamais demandé aucune exception à aucune branche du gouvernement. On a juste demandé à chaque fois,
est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste voir ce dossier-là. Et donc, tout ce qu'on demande, c'est vraiment d'essayer de comprendre. On sait que ça ne rentre pas nécessairement dans les cases standards. Je donne l'exemple, par exemple, d'une startup agritech qui est partie pour se faire enregistrer, constituer comme société. On lui a dit, maintenant c'est soit agri, soit tech, tu veux pas faire les deux? Et donc là, le gars, il est un peu bloqué. Et c'est pas parce que le gars devant lui, il essaie de l'aider, il dit, smart, fais ça, c'est plus rapide pour toi. Il y a moins de contraintes. Mais en fait, parce qu'il veut réellement avoir une société agritech qui se respecte, même juridiquement. Et donc, c'est ce genre de truc-là où on demande un peu plus de flexibilité et de compréhension surtout. Il y a un très grand entrepreneur dans le monde du gaming ici, Walid Miden, et qui raconte toujours l'histoire de quand il est parti à la banque la première fois pour prendre un prêt et que la dame devant lui a dit « Ah, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous jouez trop aux jeux vidéo, je ne te donne pas de prêt. » Donc, alors qu'en fait, le domaine du gaming, c'est un domaine qui vaut des milliards de dollars à travers le monde. Et si elle allait donner un prêt, c'est presque sûr qu'il allait pouvoir le rendre. Donc voilà, c'est ce genre de truc-là on a plusieurs consultations avec différents membres du gouvernement, souvent, pour parler de ces problématiques-là. Chaque fois que, par exemple, il y a eu un ministère qui nous a invités pour parler de ce qu'on fait, au lieu de faire ça, on leur a dit, écoutez, on préfère ne pas parler de ce qu'on fait, on préfère que les startups elles-mêmes parlent de ce qu'elles font. Et comme ça, c'est beaucoup plus pertinent pour vous et ça s'est très, très bien passé. Et on fait ça avec plusieurs ministères aussi. D'accord, donc il y a une forme de solidarité qui existe entre les startups par rapport à ça, c'est ça? Et c'est organisé pour aller, j'aime pas ce terme, mais faire en quelque sorte du lobbying pour faire avancer les choses? Oui, mais ce que même avant le lobbying, c'est plutôt de la compréhension. C'est vraiment, en fait, on y va avec aucune demande. On va juste en disant, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est les opportunités qu'on est en train de créer. Et il y a un retour? On vous comprend quand vous allez les voir? Pas la première fois, mais après. Mais à force de répéter, ça change, ça évolue. Très bien. Une toute dernière question, Yahya. Si tu devais donner aujourd'hui quelques conseils à de jeunes start-upers qui souhaitent se lancer, ce seraient lesquels? J'en ai plein, mais je vais en donner juste un. Et c'est que on a de la chance en Tunisie maintenant où il y a plusieurs opportunités d'accompagnement, de soutien et de financement. Allez voir toutes ces opportunités-là et faites le pour et le contre pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un membre de FlaskSabs qui va vous voir, qui vous dit ouais, l'accélération, l'investissement de FlaskSabs, c'est exactement ce dont tu as besoin. Le fondateur ou les fondateurs sont les seuls qui peuvent vraiment savoir est-ce que c'est vrai ou non. Ils peuvent aller voir d'autres entités, d'autres fonds d'investissement pour voir est-ce que les termes sont plus intéressants pour eux, ou au moins peut-être pas plus intéressants, mais plus pertinents pour eux. Et c'est très important moi, quand je fais une interview avec les entrepreneurs et qu'ils me disent « mais FlaskSabs, ça offre quoi ?» Ça me frustre parce que si tu es arrivé à ce stade-là, si tu as déjà passé 2, 3, 4 heures à remplir le formulaire en ligne et que tu ne sais toujours pas ce qu'on offre, c'est que tu viens de perdre 3-4 heures de ton côté, quoi. Et en plus, c'est sans compter l'heure de mon équipe pour revoir la candidature. Donc, il y a toute l'information sur toutes les structures d'accompagnement sont disponibles en ligne. Et donc, je recommanderais fortement aux entrepreneurs d'aller voir, de demander à des entrepreneurs qui sont déjà passés par ces programmes-là ou qui ont déjà eu de l'investissement, parce que c'est les meilleurs qui pourraient te donner un vrai avis sur ce truc-là, ou sur cette expérience et sur cet appui-là. Et donc, ne sautez pas nécessairement sur le premier venu. Mais réfléchissez vraiment à votre projet et de quel appui vous avez besoin et n'abandonnez pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur Go My Tech. Au revoir.